gâteau, il faut qui a sa part, et puis d'autres disent le gâteau lui-même est empoisonné. Je crois aujourd'hui, et même chez nous, pas seulement en Afrique, chez nous le gâteau est empoisonné, il y a une misère extraordinaire. Ce qui m'intéresse le plus, ce que vous avez dit, c'est deux choses. À l'intérieur du féminisme, il y a un débat énorme entre ceux qui pensent que le féminisme, c'est qu'il y a des députés à la Chambre, qu'il y a des directrices dans les entreprises, et puis ceux qui défendent les féminins, qui peut être dans l'homme, c'est-à-dire que depuis Freud, on sait qu'on est bisexué, pas forcément bisexuel, hein, mais bisexué, et que dans la... Alors, qu'est-ce que vous pensez? J'ai l'impression que vous dites qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Et c'est vrai, les larmes, ça n'a rien de féminin, mais il y a un roc physiologique, je crois. Il y a un roc physiologique, je suis très constructiviste, mais il y a des limites. Et c'est Mona Ozouf, qui n'est pas une réactionnaire, qui dit la différence, c'est que si l'homme peut forcer, la femme peut tricher. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tout homme est un violeur, toute femme est une comédienne, mais un homme ne peut pas, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que j'entre dans les détails, il ne peut pas tricher. Tandis qu'une femme, j'ai eu quand j'étais plus jeune des maîtresses, et puis maintenant je lui dis peut-être c'était tous de la comédie simplement pour me séduire. Mais je ne sais toujours pas. Tandis qu'un homme, il y a un moment de vérité, voilà. Donc, est-ce qu'il y a... Et je crois ce qui est aujourd'hui en danger, c'est pas du tout les femmes. Hein. Il y a Thatcher, c'était une femme. Aujourd'hui, c'est le féminin. Et c'est pas le pleur, c'est lié à ce roc physiologique. Et c'est de là qu'est vient la grande confusion. Même Spinoza l'a commis, c'est que la femme n'est pas passive. C'est l'accueil. Et l'accueil, c'est quelque chose de très... C'est un travail. C'est pas du tout ouvrir les jambes, c'est accueillir quelqu'un. C'est quelque chose de très, très difficile. Et on a confondu les deux. Et comme vous dites, l'écoute, c'est effectivement, dans beaucoup de débats, les femmes écoutent et les hommes parlent, mais c'est pas simplement que je dis rien, c'est quelque chose de... Donc il faut faire les deux, il faut à la fois parler et écouter, et il y a des femmes qui sont beaucoup plus viriles que moi, et on sait aujourd'hui que les mystiques, les poètes sont des femmes. Et Nietzsche disait, je suis une éléphante parce que je mets 3 ans pour accoucher de mes livres. Donc il y a une différence entre le féminin, qui est pour moi cet accueil, et puis l'homme qui est effectivement une pénétration, dans tous les sens du terme. Mais une femme a ces deux éléments d'elle. Et le mélange n'est pas le même. C'est pour ça que ce n'est pas le mélange. Je ne suis pas du tout jungien, mais l'animus chez la femme n'est pas la même chose que l'anima chez l'homme. Et je crois, c'est lié à quelque chose, je ne sais pas, les hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes ici, mais quand j'étais jeune, et il y avait une bagarre, il fallait que je m'y mêle. Mais aucune femme ne se sentirait de la honte d'avoir une peur physique. Pour un homme, c'est un moment de vérité aussi. Est-ce que je peux être courageux physiquement? Et ça, la femme, c'est pas du tout... voilà. Et dernière chose, c'est être le plus profond. Pour moi, la vie, c'est pas un jeu, et c'est là où, effectivement, il y a deux philosophies. Est-ce qu'on est des acteurs et on peut jouer, ou est-ce qu'il y a quelque chose de tragique? C'est-à-dire, quand il y a une promesse, il y a une fidélité, il faut la tenir, et je ne peux pas jouer. Et comme dit Yacoub, qui dit pour la sexualité, pour moi c'est sacré, c'est-à-dire, s'il n'y a pas dans une rencontre le frisson sacré, le thomos chez les Grecs, c'est-à-dire qu'on touche à quelque chose qui nous dépasse, Yacoub dit le sexe c'est comme un maquillage, on peut se maquiller en homme, en femme, en androgyne, c'est simplement un maquillage, et on joue, mais je crois qu'on perd quelque chose, le sérieux de la vie, qui est lié à la mort, à notre finitude, et à la fidélité, à la promesse. Donc c'est le jeu postmoderne qui joue, mais peut-être j'ai mal compris, parce que j'ai vu deux de vos livres, je ne l'ai pas retrouvé. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette fidélité? J'ai donné une promesse, où quand Luther disait devant ses juges, il disait, en allemand c'est plus beau, ich stehe da, ich kann nicht anders. Je suis là devant vous, je ne peux pas faire autrement. Il faut que je dise ce que j'ai à dire, je ne peux plus jouer là. Il faut que je dise la vérité. Et je ne peux pas me sortir par une pirouette, non, non, c'était un jeu, je change de rôle. Ce rôle ne me convient plus, je change de rôle. Alors, Johannes. C'était quoi la question? Hein? Il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question, non. Non, mais c'est pas une conférence. Hein. Si c'était une conférence débat, il y a non, parce que vous pouvez rebondir. Moi, je rebondis après. Oui, d'accord. Alors,
bon, effectivement, il faut placer les choses. Quand je parle de jeu, j'y mets l'ironie de la vie. Donc ça permet le tragique. On vit, on meurt. Ceux qui ne croient pas aux arrière-mondes et à une autre vie après la mort sont bien embêtés. Et donc c'est ce jeu-là, c'est un jeu, on ne peut pas trouver un jeu plus tragique que ça. Il ne s'agit pas d'un jeu pirouette, et c'est pas un jeu grand guignol. Il s'agit de se dire, mais tout ça, quel sens ça a, la guerre, la misère, la violence, alors qu'on va tous mourir. Et c'est ce jeu profond, viscéral et existentiel. Il s'agit pas quand je dis jeu, J-E entre parenthèses U, il ne s'agit pas d'un jeu farceur, celui qui fait des pirouettes et qui ne tient pas des promesses, etc. Pour revenir sur la promesse, je pense que l'idée de l'engagement, l'idée de la fidélité à la parole donnée, etc., c'est vrai qu'il y a des accents kantiens dans ce que vous dites, hein, une sorte de loi morale comme ça, où tout d'un coup le jeu serait privé. Moi je me demande si finalement la philosophie ne nous obligerait pas à être tous des traîtres. Et qu'il y aurait presque un devoir de traîtrise, non pas pour trahir effectivement, mais pour toujours avoir cette reconsidération de la parole qu'on a donnée une fois, à une époque où on n'était plus le même qu'aujourd'hui, dans un contexte qui n'est plus le même qu'aujourd'hui. Et ne faut-il pas que ce soit nos convictions, que ce soit la parole donnée, toujours la reconsidérer, et c'est là où je parle de trahison, il ne s'agit pas d'une trahison effective. La loyauté peut exister, mais une loyauté qui soit toujours réaffirmée chaque jour. Et donc, quelque part, ça nécessite de se dire, je vais peut-être continuer dans ce que j'ai promis, etc., mais pas parce que je l'ai promis un jour et que je suis complètement crispé sur ma promesse, parce que je vais la reconsidérer tout le temps et peut-être la renouveler à chaque fois. C'est un peu profond, mais quelque part, l'idée, c'est une idée très deleuzienne, et ma philosophie s'inspire beaucoup de Gilles Deleuze, l'idée qui consiste à dire que le philosophe est un traître parce qu'il doit tout reconsidérer. Il ne doit pas s'endormir sur la parole donnée et dire j'ai promis une fois, quoi qu'il arrive, je prends tout ça au sérieux et Non, non, reconsidérons tout. Et je dirais même nos idées, même nos convictions, même nos vérités. Et pour ce qui est de l'homme et de la femme, alors là je suis tout à fait aux antipodes, mais c'est très intéressant, j'entends tout à fait votre question. Est-ce que c'est physiologique ou culturel? Grosso modo, voilà le débat. Est-ce qu'il y a vous dites un rock, alors c'est l'opposé du mélange pour moi, le rock dans Mélangeons-nous, justement, c'est justement ce qui ne se mélange pas, vous avez une très belle image. Moi je pense qu'au contraire, il n'y a pas de rock. Le rock on se le construit, mais on peut le déconstruire, et je pense qu'on va mieux quand on le déconstruit, pas pour se perdre, mais pour fluidifier un peu les relations humaines. Donc je pense vraiment qu'il n'y a que de la construction culturelle. Et quand vous dites, il y a une bagarre, j'ai 13 ans et j'ai envie d'y aller, je me sens un devoir, sinon je me sentirais mal, humilié de ne pas y aller, c'est pas physiologique, je pense que c'est d'abord culturel. C'est parce qu'il y a le regard de vos pères qui vous attendent et qu'on va vous traiter de poule mouillée si vous n'y allez pas. Chose qu'on ne va pas faire avec une femme qui n'y va pas. D'ailleurs, si une femme y va dans la bagarre, on la traitera de garçon manqué. Donc, donc on a affaire à un œil social écrasant, permanent, surtout à l'adolescence. Vous savez bien qu'à l'adolescence, ce que les parents ont à nous donner est un peu minimisé. Et par contre, ce qui prend une proportion énorme, c'est le rapport avec les amis, les camarades, les pères. L'adolescence, c'est ce passage-là. Et aujourd'hui, l'adolescence socialise aussi. Et c'est Cher Haidt, je vous conseille sa lecture, une féministe américaine, qui justement décrit de façon presque scientifique comment, vers l'âge de la puberté masculine, les choses s'organisent pour que le garçon, qui est très attaché à sa mère quand il a 10 ans, très attaché à sa mère, qui est très tendre, le garçon à 10 ans. Une fille à 10 ans et un garçon à 10 ans sont identiques. Il y a des filles manquées, des filles garçons manqués, des garçons femmelettes, pour prendre les catégories à la mode et socialisantes, mais il y a une sorte d'égalité. Et puis à la puberté va se jouer quelque chose qui est évidemment physiologique, mais d'abord social et culturel, à savoir que le garçon va être sommé par le père de dire maintenant tu quittes les jupons de ta mère et tu vas te masculiniser mon fils. Et ça, elle montre bien que c'est pas du tout physiologique. Bien sûr, on a une masse musculaire plus importante qui se développe, des poils, etc. Mais pour un garçon de 10-11 ans, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est qu'il y a une prise en main du communautarisme mâle, du communautarisme, je sais pas, on pourrait dire le patriarcat, une prise en main, et d'ailleurs la mère est complètement complice là-dedans, et je pense que la psychanalyse, là, je trouve qu'elle a fait des belles choses, la psychanalyse, mais là elle n'a rien vu justement passer, je pense qu'au contraire, elle est dangereuse, elle est très phallocratique, la psychanalyse, en ce sens-là, en disant, oui, la mère, d'abord la femme est un continent noir, je vous rappellerai quand même, Freud n'a pas tout compris aux femmes, je pense, et surtout la psychanalyse a encore cette idée d'étiquette, ça c'est féminin, ça c'est masculin, le phallus, etc. Et donc, on a une prise en charge du jeune garçon qui doit quitter sa mère, qui doit se viriliser, qui doit
se défendre quand il y a des bagarres, qui doit être courageux. Toutes les valeurs guerrières sont ces valeurs guerrières, hein, le courage, la ténacité, la pugnacité. On a affaire à plein de valeurs guerrières parce qu'on a toute une culture traditionnelle millénaire, et on a une prise en charge, et elle le décrit très très bien chez Hayek de façon très concrète, comment la mère joue le jeu, la mère va laisser l'enfant se faire endoctriner par le père ou par la société mâle, et on a une prise en charge, elle appelle ça le complexe d'Oedipe prolongé. Et elle montre bien qu'il y a une prise en charge sociale qui fait des jeunes garçons qui sont très tendres et très doux, qui acceptent de pleurer, des vrais hommes, et c'est l'adolescence, et ça passe par, elle analyse ça de façon intéressante, ça passe par un rejet des femmes et de la mère. Alors le garçon à 15-16 ans va dire maman, laisse-moi, je suis un mec. Et ça, il y a des sociétés, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout physiologique. Ça ne marche pas comme ça en Afrique, par exemple. Il y a d'autres choses en Afrique. Mais en Afrique, l'enfant de 15 ans peut être doux et il n'est pas du tout. L'Afrique c'est vaste, mais la société africaine ne fonctionne pas du tout comme ça. Il y a un rapport d'attachement à la mère qui est complètement central, et un garçon de 25 ans sera attaché à sa mère de façon comme un enfant, comme l'enfant qu'il était. Je parle de société philippine, etc. On a carrément des inversions totales. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, la socialisation différentielle, et j'ajouterai à ça, pour un peu avancer le débat, qu'il y a aussi une psychologisation différentielle. Parce qu'effectivement, si je dois parler d'un roc, de quelque chose de physiologique qui est vraiment là, et qui sépare l'homme et la femme, je ne parlerai pas du tout de l'accueil. Vous savez très bien que l'accueil, c'est encore la société patriarcale qui veut que la femme soit bienveillante, attentionnée, secrétaire, hein, grosso modo. Bah oui, c'est ça. Vous voyez les caricatures qu'on a de femmes, les Cécilia et compagnie, on a affaire à des secrétaires. Elles sont à l'Élysée, pas du tout pour avoir le pouvoir, mais pour être la secrétaire qui va être maîtresse de maison et dire toi je te vire, toi je te vire pas. On a affaire à des rôles complètement. Et ça, c'est la femme doit être celle qui accueille, la femme de la maison, celle qui fait à manger, etc. Bon. Ça, c'est encore des rôles, des étiquettes qu'on nous met. Donc l'accueil n'est pas forcément. Vous savez bien vous parliez d'amour, de l'acte amoureux, alors parlons-en. L'acte amoureux, vous savez bien qu'il y a 1000 façons de le faire, évidemment, et qu'un homme peut être absolument dans l'abandon et ça n'empêchera pas d'avoir une érection. Et c'est une question de ce qu'il a dans la tête et comment il a été éduqué et quelles sont ses expériences. La femme peut être très dominatrice et tout à fait être accueillante malgré... c'est tout ça, on a l'affaire de la culture. Mais j'irai plus loin. Sur le rock, on a effectivement une vraie différence. Et c'est celle qui pose problème d'ailleurs à Yacoub que vous citez, et je suis aux antipodes de sa pensée, justement sur ce point. La vraie différence, c'est que la femme naît au monde. Et ça, on n'a pas encore trouvé la technologie pour inverser. On va la trouver, on la trouvera, je pense, dans 10 000 ans. Et justement, elle attend l'utérus artificiel. Voilà, oui, c'est pas moyen. Oui, mais la phrase de Mona Ozouf, qu'est-ce que vous en dites? Rappelez-la moi. C'est que si l'homme peut forcer, la femme peut tricher. Je vous réponds Elle peut. Oui. Alors moi, je vous dis, l'homme, bien sûr, peut forcer, mais l'homme peut tricher. Je vous parlerai par exemple de ce que vivent les acteurs porno. J'en parle dans Mélange de nous. Les acteurs porno, ils passent leur temps donc à forniquer, ils se font des injections de tout ce qu'il y a comme anabolisant dans la verge pour pouvoir... non, ouais, ils y vont. Ça, c'est mais même ceux qui débutent. Alors au début, ça va être le paradis, hein, il y a des superbes nanas, et je suis là pour... donc, j'ai pas à tricher puisqu'il faut, vous savez bien, les films porno, finir par une éjaculation faciale. C'est le rituel obligé. Oh, il faut humilier la femme un dernier coup. La femme, pensez bien que les grands consommateurs, on a tous consommé plus ou moins, mais les grands consommateurs qui sont addicts et qui ne vont pas dans la rue, mais qui... ceux-là, ils ont une frustration par rapport aux femmes et ils veulent, et c'est les réalisateurs de films porno qui disent ça, ils veulent voir la femme humiliée. C'est-à-dire, ils veulent une vengeance dans le film, dans le film porno, de voir la femme qui n'arrive pas à séduire dans la rue, etc. Toute leur frustration, ils veulent qu'il y ait une forme. Et ça donne cette éjaculation faciale, évidemment, qui est institutionnalisée. Alors, on va dire, bah voilà, il ne triche pas, il éjacule. Sauf que quand vous analysez concrètement ce qui se passe, quand vous parlez, moi j'ai parlé à des actrices et des acteurs porno, eh bien, ils n'ont qu'une seule obsession, ces acteurs porno, c'est d'avoir une relation sexuelle avec leurs partenaires avec lesquels ils viennent de faire l'amour en dehors du tournage. Pourquoi ? Et il y a une actrice porno qui dit, mais parce qu'elles se font harceler, hein, ça vire à l'obsession. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est quand ils sortent du tournage avec les caméras, de reproduire ce qu'ils ont fait de façon magistrale, qui a duré 4 heures, de reproduire ça dans l'intimité. Et une actrice porno a eu ce mot magnifique, elle a dit, c'est parce qu'ils n'ont pas joui dans leur tête. Ils n'ont pas joui Ils ont joui, ça c'est sûr, ils ont joui, mais pas dans leur tête. Et le mélange, c'est ça. Le mélange, c'est jouir dans sa tête.
Donc, si vous voulez, ça, c'est indépendamment de femme ou homme. Est-ce qu'il y a cette sorte d'orgasme, vous parlez de frisson sacré, etc. Moi, je suis d'accord avec cette définition. Il y a cette étincelle, et donc vous dites l'homme ne triche pas, et l'homme, hélas, il peut tricher, il peut faire semblant de jouir, il peut jouir et ne pas avoir cet orgasme dans la tête. Je sais qu'il y en a. Je doute fort que les Marines au Vietnam avaient une sorte de frisson sacré avec les petites prostituées vietnamiennes. Je parle de ça, de tous les militaires du monde entier avec les prostituées du monde entier, parce que ça va avec. La militarisation va avec la prostitution, et des études qui ont été faites très intéressantes sur les bases américaines, aux Philippines, etc., qui montrent l'augmentation de la prostitution et donc du sida, etc., puisqu'ils n'utilisent pas de capote, les militaires, la plupart du temps. Et donc, on a affaire à des hommes qui ont des orgasmes, mais qui n'ont pas cet orgasme-là, c'est-à-dire qui n'ont pas le mélange. C'est-à-dire qu'on a affaire à de la mécanisation humaine. Alors, vous avez raison, du point de vue mécanique, constructiviste, si vous voulez, on a effectivement, ça fonctionne, la mécanique fonctionne. Sauf que c'est pas ça l'humain, et je pense que la cause de toutes les dépressions que vous avez bien pointées, que j'avais pointées d'ailleurs en vous parlant des dépressions d'aujourd'hui en France, hein, vous avez raison, la misère, elle est en France aussi, dépression et suicide, je pense que c'est dû en grande partie à cette absence d'orgasme dans la tête, indépendamment de tous les orgasmes que vous voulez physiologiques. Si vous n'avez pas cet orgasme dans la tête, et qui peut arriver en faisant l'amour, mais qui peut arriver dans les moments de fusion que je vous disais, des moments d'échange importants, où on refait le monde, peut-être comme maintenant, comme aujourd'hui, où on est tous agités dans nos cerveaux, mais si on n'a pas ces moments d'échange intenses, c'est la dépression. Je pourrais presque définir la dépression comme une impossibilité d'avoir un orgasme intérieur. Et l'orgasme intérieur, c'est justement ce que produit les mélanges. Le problème, c'est que les phases de fusion, s'il n'y a que de la fusion, c'est-à-dire s'il n'y a que de l'orgasme dans la tête, ça produit des sociétés totalitaires. Vous avez parlé du stalinisme, mais parlons carrément de ce qu'il y a de plus flagrant quand on analyse le XXe siècle, à savoir le nazisme. On a affaire à de la fusion autour de la race, et cette fusion entretenue par des discours où le langage a été truqué pour produire des pièges linguistiques, où finalement on endoctrine les gens en disant vous faites partie d'une race, il y a une sorte de fusion qui produit effectivement cet orgasme-là. Il y a quelque chose d'orgasmique à se dire nous sommes une partie du grand tout. Et le bouddhisme, un bouddhisme mal compris, un bouddhisme à la mode occidentale, le bouddhisme qui consiste à dire je suis une toute petite partie de l'univers, tout ce discours New Age qu'on entend, produit une extase, produit cette extase-là. La fusion produit de l'extase. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être enfermé dans la fusion. Il faut revenir à soi. On ne peut pas être dans l'orgasme dans la tête tout le temps, si vous voulez. Il faut un moment que ça s'arrête pour pouvoir recommencer. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que le mélange, c'est une alternance, j'aime beaucoup ce mot, une alternance de moments de fusion où on a cet orgasme, où on échange quelque chose de très fort qui va rester dans les souvenirs. Et puis, de retour à soi transformé. Alors, je finis juste là-dessus. Le rock, qui est la maternité, quelque chose absolument fondamental. On a toujours dit, et c'est la vision psychanalytique que je décris, mon Dieu, la femme veut un pénis. Mon Dieu, elle est en absence, je schématise énormément, mais quand même, on nous a vendu l'absence de pénis et le désir de pénis comme étant la panacée. Comme si la petite fille de 4 ans, voyant son père tout nu, dit oh, j'en veux un, mon Dieu, je n'en ai pas, c'est une catastrophe. C'est du délire pur, quand on réfléchit un tout petit peu à ça, c'est du délire pur. Parce que franchement, une gamine de 4 ans, effectivement, qu'est-ce qu'elle va, quand elle voit un pénis d'abord, je suis contre l'idée de croire qu'une gamine de 4 ans est sexuelle. Je pense que la gamine de 4 ans aime bien quand on la caresse, effectivement, le gamin de 4 ans, effectivement, parce que les papis les caressent bien. Mais de là à ce qu'elle puisse avoir des désirs comme un adulte pourrait avoir, je pense que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Mais quand bien même elle verrait son petit frère avec le pénis, et elle se verrait avec elle, et elle verrait sa maman qui accepte bien, finalement, sa maman vit bien son sexe. Sa maman ne dit pas tous les jours, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas de pénis. Alors là, ça pourrait faire réfléchir. Elle voit le petit zizi de son frère ou le gros zizi de son papa, elle se dit, c'est vachement pratique, on peut faire pipi debout. C'est tout ce qu'elle peut dire, concrètement. C'est cette idée complètement délirante qui consiste à dire, elle va avoir envie de se dire. C'est une idée vraiment délirante. Mais par contre, il y a un rock. C'est peut-être pas ça le rock, c'est peut-être autre chose. Par contre, il y a un rock. Quand le petit garçon a 4 ans, 5 ans, je ne sais pas à quel âge ça est-ce que vous en avez un souvenir, commence à comprendre que le fait de mettre un enfant au monde, cette aventure qui dure 9 mois, il en est complètement accepté, cette aventure essentielle, cette aventure vitale, cette aventure qui peut donner un sens à l'existence pour certains. C'est quelque chose de solide, on n'est pas dans le jeu, là. Donner la vie, métaphysiquement, Duras disait toutes les mères sont folles, justement pour ça, en disant mais c'est insurmontable métaphysiquement ce que c'est de donner la vie. Cette aventure essentielle, dont d'ailleurs il est issu, ce petit garçon, lui, il va en être accepté. Ça, je pense que c'est un choc
qui peut provoquer une certaine envie pour le petit garçon. C'est peut-être pas l'envie du pénis de la petite fille, mais c'est peut-être l'envie de se dire pourquoi moi je serais finalement une sorte d'instrument en dehors du coup, en dehors de l'essentiel. Quelque chose qui n'est pas essentiel, qui n'est pas fondateur, fondamental. Et ça peut provoquer une envie, mais une envie énorme. Et quand je dis envie, j'utilise tous les sens du mot envie, y compris le sens d'envieux. Et quelle compensation symbolique il va pouvoir avoir ce petit garçon qui dit voilà, bah, tu as un rôle accessoire dans la vie, tu as un rôle accessoire. Le rôle essentiel, c'est la femme qui le porte. Et bien, si vous voulez, c'est tellement énorme, nos ancêtres d'avant 8000 ans faisaient de la femme justement une divinité pour pouvoir surmonter cette immense différence. Ce roc-là, pour l'instant, imparable. Et bien aujourd'hui, il a une compensation, le petit garçon. Il a une réelle compensation qui fait qu'il ne va pas être triste de ça, il va même oublier ce petit choc peut-être. Moi j'ai déjà vu des garçons se balader avec des coussins et dire oh, je vais être enceinte aussi comme... Donc ça les travaille, quand ils apprennent ça les travaille, parce qu'à 3-4 ans, l'enfant se dit, il ne sait même pas d'ailleurs d'où viennent les bébés, les choux et les roses je pense que c'est fini, mais bon, ils n'ont pas conscience de ça. Je pense que la compensation, c'est le patriarcat qui lui donne. Le patriarcat, et c'est-à-dire la prise en charge du père quand l'enfant a 13 ans à la puberté, lui dit peut-être que tu n'es pas dans l'essentiel, mais tu auras le pouvoir. Et ça, c'est le père qui dit voilà, je vais t'éduquer mon fils, tu vas être un homme, tu auras le pouvoir, tu vas faire comme papa. Voilà. Tout ce discours patriarcal arrive comme un cadeau compensatoire par rapport à cette idée de futilité masculine. Et je pense que si l'homme souffre aujourd'hui, je ne pense pas du tout que la crise soit la crise de la femme aujourd'hui. Les femmes, je pense qu'elles vont très bien. Moi, j'espère qu'elles vont aller mieux. Mais je pense qu'elles vont pas bien parce qu'elles sont enfermées dans des histoires d'amour stériles, la plupart infécondes, ou qui ne sont pas enthousiasmantes. Elles vont pas bien parce qu'elles ont le modèle américain, qui est un truc irréalisable, du compagnon qui est confident, qui est un bon amant, qui est le prince charmant incarné, et elles cavalent tout à bon. Donc peut-être qu'on doit les libérer peut-être un peu de tout ce fatras de dogmes, mais je pense qu'elles vont relativement bien. Moi je pense que s'il y en a qui vont mal, c'est le masculin, et je pense que si la crise actuelle est réelle par rapport à un genre, c'est par rapport au genre masculin qui se cherche, parce qu'aujourd'hui la vraie révolution, et là c'est là où il faudrait se réjouir, c'est que l'homme accepte la tendresse. Je pense que la vraie révolution, c'est qu'on, pas tous, hein, mais il y en a qui commencent, des jeunes, qui commencent à accepter la tendresse, à accepter que le guerrier conquérant, bah, finalement c'est un modèle qui a peut-être fait son temps, et je pense que il faut aller, là il y a une opportunité féministe qui concerne hommes et femmes, parce que quand je dis féministe, c'est en fait contre le sexisme, et je pense qu'on en pâtit tous. Il y a vraiment une opportunité pour ce nouveau modèle d'homme qui accepte finalement de sortir du rôle guerrier qu'on veut lui imposer. Bon. Jean-François. Je voudrais simplement faire remarquer qu'il ne reste plus qu'une demi-heure, donc je vais être rapide pour laisser nos amis parler, parce que vraiment, sinon c'est trop long, on s'en sort pas, vous êtes d'accord? D'une façon générale, j'ai apprécié ce que vous avez dit, sauf sans doute les réponses que vous avez faites à Alain et à Marc, car je crois que la politique a bon dos, et l'économie encore a bon dos, et qu'il ne faut certainement pas tirer à boulet rouge sur le système capitaliste. Car là, je crois qu'on fait complètement fausse route, et ça serait, excusez-moi, dangereusement simplificateur que de considérer que le capitalisme, par exemple, est responsable de la misère dans le monde aujourd'hui. Si aujourd'hui, en Afrique, ça va si mal, c'est quand même assez scandaleux de dire c'est le colonialisme ou le néocolonialisme. Excusez-moi, mais quand on les laisse tout seuls, vous allez dire, on les laisse jamais tout seuls, ils sont jamais tout seuls, certes. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus compliqué. Ça n'est pas une histoire seulement d'économie, c'est même de moins en moins. C'est évidemment une histoire de politique au sens large du terme, ça c'est certain. Donc il faut être très méfiant pour ça. Et quand vous disiez, vous preniez l'exemple de nos immigrés, entre guillemets, hein, je prends l'exemple du Mexique, pour ne pas prendre l'exemple français, les Mexicains qui vont aux États-Unis, ils y vont essentiellement pour une chose, comme tous les émigrés du monde, c'est pas du tout pour se mélanger, c'est parce que ces pays sont des véritables pays de cocagne, les États-Unis, la France, enfin l'Europe en général, l'Europe, les États-Unis sont des pays de cocagne et qui vivent dans la misère à tel point qu'ils sont capables de risquer leur vie pour arriver dans ces pays. C'est pas pour se mélanger. Bien sûr que ça serait idéal qu'ils se mélangent. Mais bien, ah oui, non, enfin, ah non, mais c'est vrai. Mais quand même, à un moment, on s'est demandé si ça serait pas scandaleux de notre part d'avoir peur. Or, c'est un monsieur que vous connaissez bien, Michel Rocard, qui a dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La deuxième réflexion que je voulais faire, plus générale, c'est que je crois que
le fondement des problèmes qui nous occupent ce soir sont essentiellement des fondements culturels, et que qu'est-ce que la culture si ce n'est la religion au départ? Toutes les cultures, c'est la religion au départ. C'est religieux au départ, de toute façon. Et quand vous preniez, ce qui m'a fait penser à ça, c'est l'exemple que vous avez pris en disant les élèves que vous aviez qui n'étaient pas du tout religieux. Mais bien sûr, d'ailleurs, qui est religieux? Il y en a de moins en moins. On estime qu'il y en a 5% qui sont vraiment religieux chez nous, quelle que soit la religion. Le problème n'est pas la religion, ouverte, affichée. C'est le fait que la religion, depuis des millénaires, a forgé les cultures. Et une fois qu'on a oublié la religion, la culture demeure. Et c'est pour ça, la culture patriarcale, à l'origine, est religieuse. Les cultures islamiques, même si on n'est pas pratiquant, à l'origine sont religieuses. Donc l'origine, c'est toujours religieux. Et c'est les cultures qui posent problème. C'est des problèmes culturels, les problèmes d'identité masculin-féminin, à mon avis. Donc je crois que ça serait un peu trop simplificateur ou naïf de dire que c'est un problème économique ou politique. Je crois qu'il faut laisser tomber l'économie et la politique de ce côté-là. Oui, bien sûr. Mais... Vous venez de parler de la culture. Moi, je suis maghrébine. Je veux dire, je me sens autant femme qu'homme. Oui. Et je pense que tout à l'heure, Vincent, il a dit qu'on obtient ça, c'est un travail sur soi, et par rapport aux gens qu'on rencontre. Je crois que là, il y a la culture, d'accord. Il y a aussi soi, par rapport aux gens qu'on va rencontrer tout au long de notre vie, et qui vont nous amener à être ce qu'on est à un moment donné de notre vie. Donc, voilà, je vais répondre à votre question. Il y a pas que la culture aussi, quoi. Ah, mais bien sûr, mais tout est culture. Et pour en finir, juste un aparté, non, mais tout est culture. Et quand vous disiez tout à l'heure, vous parliez que la télévision a formaté les jeunes, personnellement, je considère que la télévision, si on sait s'en servir, est un fabuleux instrument de culture. Fabuleux. Simplement, il faut savoir s'en servir, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut savoir choisir ce qu'on regarde, et ça peut être un instrument extraordinaire de culture. Donc il ne faut pas tirer à boulet rouge sur la télévision occidentale ou la télévision capitaliste qui nous formaterait. On n'est pas obligé de regarder les débilités à la télévision. Ça, c'est important aussi. On se crée soi-même, et je suis d'accord avec vous, madame. Non, mais moi, je ne m'ai pas entendu. J'ai dit que tout n'est pas culturel. Hein. Moi, je pense que presque tout est culturel. Pas pour moi. Alors, j'ai pas compris. Mais je pense que presque tout est culturel. Bon, je m'arrête là, parce que sinon, on ne pourra pas... Ça, on va répondre après. Oui. Oui. Non, mais... Juste 2 secondes, oui, pour la télé par exemple, pour l'Afrique, j'ai pas trop compris l'opposition, c'est-à-dire qu'en fait les Africains sont pas doués ou c'est quoi? Non, pas du tout. Je pense que c'est trop facile d'accuser, le néocolonialisme. Voilà, c'est tout. C'est simplement ça. Hein. Ça vous dit quelque chose? Trop facile. Il y a des maps, non, il y a des mots. Mais oui, mais je Non, sais mais bien que ça concret. existe. Pourquoi Oui. c'est concret? Attends. Non, mais quand je dis c'est trop facile... Attends, Vicky. Laisse finir. Oui, il y a la dépendance, mais par exemple, non, Eyadema au Togo, c'est un président, soi-disant élu démocratiquement, vous savez les scores africains, ce que ça donne, et avec l'aide d'autres pays africains pour les votes, il y a une arnaque aux élections, il est resté 38 ans au pouvoir, le grand ami de Jacques Chirac. Il a asséché le Togo, il y a 1 million de Togolais qui ont dû fuir le Togo. C'est une catastrophe, son clan a tenu le Togo. Ça, je ne parle du Togo, mais tous les pays, par exemple, anciennement colonisés, ils ont eu du Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Ils ont eu, le Sénégal s'en est bien sorti, mais on met les dictateurs au pouvoir, c'est concret, et on les maintient. Le précaré, vous pouvez dire non. C'est pas la France qui met les dictateurs Ah, au pouvoir. c'est Jacques Faucard, et les services secrets, ça existe quand même. Oh non, vous pouvez prendre des exemples, bien sûr, il y a toujours des C'est pas exemples. des exemples, c'est L'Afrique est 20 vaste. 30 ans de politique africaine. Non, mais l'Afrique est vaste, c'est pas comme ça partout. Non. Ah, vous balayez du revers quelque chose qui est intéressant. Non, mais il y a des exemples, bien sûr, des Il n'y a pas exemples. d'exemple, il n'y a que ça. Vous ne trouvez pas de contre-exemple, c'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir. Ou sinon, vous citez-le moi, mais j'attends de voir le contre-exemple Ce n'est aujourd'hui. pas ça, la France accommode des gens qui sont au pouvoir parce que c'est notre intérêt, point. Oui, voilà. Oui, d'accord, mais Tout- au nom de notre tout bête- intérêt, moi je tout suis bêtement, contre, oui. je suis contre Pas plus compliqué que ça. l'augmentation de la famine et la pauvreté et C'est les des guerres. gosses, franchement, mais tout le monde est contre, quoi.
Non, Je mais- voudrais pas être filmé, c'est un peu gênant. Non, on n'est pas filmé. hein. Ceci dit, il y a quand même la France-Afrique, Je me suis il y a quand même du commerce d'armes Bien sûr. pour des gens pour qui on aurait pu voter. Oui, mais les massacres au Rwanda se sont faits avec les machettes. Une machette française payée par le Crédit Lyonnais en 92 en Égypte. Oh non, mais c'est trop Ah, facile. bah, c'est pas trop facile. Non, mais accuser le capitalisme sujet. de tous les maux, c'est vraiment trop facile. Accuser le capitalisme de tous les maux, c'est tellement facile que ça décrédibilise le discours. C'est dommage. Je crois que ça lui donne beaucoup de profondeur. Comment? L'inverse est aussi très dommage. Ah ben, y a pas On combat d'inverse, moi, je- absolument le capitalisme, comme l'avait Non, dit. pas du tout, j'ai pas dit ça. Le seul moyen de Non, s'en non, non, sortir. Je suis pas désolée, du tout. vous avez- Non, mais j'ai pas. Ah, est-ce que j'ai dit ça? Revenons au masculin féminin. Je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est plus compliqué que ça. Et moi, je trouve ça injuste que le capitalisme soit au masculin. Je l'appelle la capitaliste. Alors on va reprendre le débat, on va passer la parole à Sophie, qui avait demandé à intervenir. Ah, rappelez-moi. Ah oui, non, oui, effectivement. Bah non, j'ai perdu le fil, je suis désolée là. Ce que je voulais dire, je vais pas dire, mais je vais dire autre chose en revanche. Oui. C'est que c'est pas Définition, c'est un être qui peut faire des promesses. Les animaux ne peuvent pas faire de promesses. Et ça, c'est son excellence. Il arrive à réaliser aussi, peut-être pas comme il l'avait imaginé au début, quand il a fait sa première promesse, mais qui arrive à réaliser, si vous permettez, si la vraie déterminante d'un amour, certainement pas achevé, mais d'un amour qui tend à une certaine perfection de la sens de la vie d'un couple, ne part pas de l'idée de la fidélité, dont sort le mariage, etc. Je ne veux pas y insister. Merci. Merci. Moi, je pense que j'entends bien les références que vous faites. Je pense qu'il y a plus fort que la promesse, c'est justement la non-promesse. C'est s'aimer dans la non-promesse et construire dans la non-promesse. Parce que la promesse, si vous voulez, j'entends bien le sens métaphysique que voulait donner Ricoeur à ce terme. Mais la promesse, pour moi, dans ma conception philosophique, on a affaire quand même à une crispation, à quelque chose qui est posé et qui doit être tenu. Deux remarques. La première, qui sommes-nous, être mortels, pour pouvoir promettre? À partir du moment où je promets et que je peux mourir dans la seconde même où j'ai formulé ma promesse, est-ce que finalement toute promesse ne risque pas d'être promesse non tenue? Ou en tout cas, est-ce que c'est pas une forme d'arrogance, mais très voilée, que de faire des promesses? Est-ce qu'on est capable, est-ce que vraiment l'être humain est capable de promesses étant lui-même dans la finitude? À moins qu'on se situe dans un horizon d'infinitude, et dans ce cas, on a une réflexion théologique. Moi, c'est pas mon cadre. Donc, dans mon cadre humain, je pense que la promesse, c'est justement quand elle est tenue à tout prix, indépendamment d'une évolution possible, mais s'il y a évolution, ce serait plus promesse. La promesse, justement, est à l'idée de pacte que l'on fait, l'idée d'accord, l'idée de négociation, l'idée peut-être de se dire, malgré les changements contingents, malgré le fait que je vais me transformer et que tu vas te transformer, restons dans telle et telle condition. Moi, je pense que ça, c'est une vision, effectivement, vous parlez du mariage, tout ça, je pense que c'est une vision traditionnelle de l'engagement. Moi, je pense d'abord qu'on souffre de cette vision-là, déjà pour le constat. Je pense que l'idée que l'amour doit être mis en pacte, que l'amour, pour briller, pour atteindre ce que vous disiez, c'est-à-dire la perfection, moi, je ne pense pas qu'il faille viser une perfection en amour. Je pense que si la perfection il y a, elle ne doit pas être volontaire. Je pense plutôt la perfection comme un acte d'abandon et donc de non-volonté. Et la promesse, pour moi, est une entrave à cet abandon-là. Je pense qu'au contraire, l'amour tel que je l'entends, c'est-à-dire entrer en l'autre, faire entrer l'autre en soi de façon libre, de façon pleine, et essayer de construire ce qu'on peut appeler une relation amoureuse, ça doit se faire non pas par pacte et par engagement et par volonté, ce n'est pas la volonté qui doit être à l'œuvre. Et je pense qu'on souffre énormément de cette collusion entre amour et volonté. Je
pense qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on peut appeler enfin une sorte de misère amoureuse aujourd'hui, c'est justement cette idée que l'amour, qui est quelque chose qui nous tombe dessus, un coup de foudre, l'amour ça nous tombe dessus, ça ne se veut pas, encore une fois, on ne peut pas décider d'être ami avec quelqu'un, mais on peut encore moins, je pense, décider de tomber amoureux de quelqu'un. Et bien je pense que cette chose qui nous arrive, cet événement que constitue l'amour, événement qui aurait pu ne pas être, mais qui est, cette magie, et bien je pense qu'il faut la préserver. Et je pense que la mettre en pacte, la mettre en promesse, la mettre dans du donnant-donnant, la mettre dans de la fidélité qui, pour moi, la fidélité, j'ai rien contre, mais l'exclusivité, dans l'idée de « attention, je t'aime, tu n'as pas le droit d'aimer ailleurs ». Attention, cette idée de morale, cette moralisation de l'amour, je pense aujourd'hui que c'est ce qui étouffe l'amour. Alors peut-être avant ça l'étouffait, au bout de peut-être 10 ans, voire ça l'étouffait pas du tout. Mes grands-parents se sont, soi-disant, aimés jusqu'à leur mort, tant mieux, grand bien leur fasse. Je pense d'une part que ce n'est plus possible aujourd'hui, précisément à cause des conditions socio-culturelles qui sont les nôtres. Je pense que cette idée de l'amour, on a tous eu peut-être des grands-parents qui se sont aimés tout le temps, mais je pense que c'est plus réalisable aujourd'hui. Aujourd'hui, on divorce, même quand on attend l'enfant, l'enfant est encore dans le ventre de la femme, qu'il y a déjà des divorces qui sont prononcés. Il faut voir quand même la réalité de pratique. Ça prouve qu'il y a une évolution des mœurs. Ça prouve juste ça. Ça prouve que les mœurs évoluent et que... Mais peuvent évoluer dans plusieurs sens. Oui, mais ça prouve en tout cas une grosse tendance, une tendance lourde. Quand il y a 2 divorces sur 3 mariages, ça prouve que l'idée du mariage, toutes ces idées d'engagement, qui, encore une fois, sont des constructions culturelles. Il y a des époques de déclin. Alors voilà, vous mettez une valeur morale, vous dites que ça, c'est du déclin. Moi, je pense que c'est une chance inouïe. Mais là, on n'est pas d'accord sur la morale. Moi, je pense que... Bon, même, c'est une chance inouïe. Que quoi? Non, je disais que c'est pas toute seule avec mon enfant, c'est une chance inouïe, c'est clair. Non, bien sûr que non. Moi, je suis pas pour qu'on soit tous, je suis pour qu'on soit mélangés. Une société sans engagement, sans promesse, quand même une société qui n'est pas humaine et une expérience d'une telle importance que l'amour physique dont on parle, sans promesse, sans engagement, est un amour qui est marqué par un certain refus. Aujourd'hui, ces promesses vont avec le Viagra. Aujourd'hui, ces promesses... Ah oui, non mais concrètement, excusez-moi, d'être très prosaïque, je provoque un peu, vous avez bien compris mon jeu. Pas être cardiaque. Non. Aujourd'hui, comment voulez-vous promettre? Vous venez à l'acte en tant que tel, mais l'acte en tant que tel, mais qui je suis moi pour promettre quoi que ce soit à ce niveau-là? Enfin, je veux dire, on évolue, on change, le désir avec quelqu'un évolue. Je parlerai même pas de déficience physique, je parlerai simplement du désir. Vous savez très bien comment ça se... Enfin, je pense que ça se passe, c'est une évolution permanente. On fait l'amour peut-être à la même femme, mais la façon de faire l'amour évolue, les désirs, les fantasmes évoluent. Tout ça est dans la vie, dans l'évolution, dans l'inattendu. Et qu'est-ce qui est excitant, je parle vraiment alors, du désir physique, si ce n'est pas justement l'idée que l'autre vient librement vers moi, que je vais librement vers l'autre, sans fidélité, sans contrat, sans je te promets que, et que c'est en toute liberté que justement on décide, on désire, c'est même pas décider, c'est désirer, avoir, construire une relation féconde. Moi je pense qu'il y a une fécondité humaine, et j'ai inventé un mot, alors je suis désolé pour les mots, mais je pense que ce n'est pas de l'élaboration, c'est-à-dire une construction rationnelle, avec des valeurs, avec des engagements. Je pense que c'est un mot que j'ai un peu inventé, de l'élaboration. C'est-à-dire, je vous définis ça très simplement, c'est-à-dire une construction faite par abandon. Une construction faite par laisser-aller. Une construction, j'insiste bien sur le mot construction, il ne s'agit pas de sorte de donjouanisme échevelé qui mène à rien. Il ne s'agit pas d'un libertinage sans substance forte, sans échange fort, et donc sans mélange. Mais il s'agit de croire au mélange, de croire que s'il y a eu un échange fusionnel avec l'autre, alors il n'y a même pas besoin de contrat. On peut se passer d'engagement, on peut se passer de fidélité parce que l'autre, il se passe quelque chose entre l'autre et moi. Finalement, le mixte du mélange, la chose, vous savez, quand on mélange de l'eau et du sucre, ça donne de l'eau sucrée, c'est ce qu'on appelle un mixte. Et bien quand je me mélange avec quelqu'un, le mixte, c'est la relation elle-même. Ce qui fait que quand vous retrouvez un camarade de classe après 10 ans et que vous avez adoré cet ami-là, et bien tous vos souvenirs, toutes vos émotions remontent. C'est pas un engagement, c'est pas de la fidélité, vous n'avez rien juré, mais c'est simplement ces souvenirs qui viennent d'expériences fortes et vivantes. Et je pense qu'on peut calquer la relation amoureuse sur ce modèle de liberté. Il s'agit encore une fois pas de liberté qui papillonne, pourquoi pas. Il s'agit de construire la relation à partir de la liberté et non pas à partir du contrat. Mais là on assiste vraiment
à deux conceptions qui s'opposent. Moi, je vois ni déclin, ni progrès. Je vois une évolution, et je pense que, en tout cas, ça peut être très libératoire pour certaines personnes qui s'enferment dans des engagements à tenir et qui aujourd'hui, par des circonstances sociologiques, par des circonstances mentales ou religieuses, religion en déclin, c'est vrai que la religion tenait tout ça avant, aujourd'hui on n'a plus ça. Excusez-moi pour le capitalisme, aujourd'hui on a quand même des gens qui se comportent en parfait capitalisme, en amour. Je vous pense à Mythique, je pense à ceux qui essaient d'avoir la meilleure marchandise sur le marché pour pouvoir se marier. Enfin, on a quand même, je sais pas, autour de vous, vous avez peut-être des gens qui fonctionnent. Quand j'ai une amie qui m'écrit cette fête de mariage était formidable, avec une belle photo de mariage. C'était à la hauteur de notre investissement financier. C'est hallucinant, et ça s'appelle de l'amour. Alors il y aura de la Bon, ça montre quand même que l'amour évolue tout le temps. Notre discussion montre que c'est en évolution, on ne peut pas figer les choses. Mais je pense qu'il y aurait une autre façon de s'aimer, c'est de s'aimer et de faire confiance au mélange. Je sais que si je me mélange à toi, si il s'est passé quelque chose de très fort entre nous, on n'a pas besoin de promesses, de contrats et de mariage. Simplement, la chose existe entre nous. Et j'analyse dans Mélangeons-nous, ça dépasse complètement le sexe. Ça n'a rien à voir avec le sexe. L'amitié. L'amitié entre Gustave Flaubert et son grand ami, Louis Bouillet. L'amitié absolue, des années, c'est lui qui lui inspira le sujet d'Emma Bovary, Louis Bouillet. Et il était tout le temps avec lui. Il l'aidait dans ses écrits. C'était une passion intellectuelle féconde. C'était les deux plus grands amis du monde. Et quand Louis meurt, avant Flaubert, Flaubert va à son enterrement. Et à son enterrement, il dit deux choses très intéressantes que j'analyse. Il dit, la première chose, quand je l'ai mis en terre, j'ai l'impression que j'ai enterré une partie de moi-même. Pas besoin de contrat, pas besoin de fidélité. C'est le mélange qui provoque ça. Effectivement, pourquoi on a peur du mélange? On a peur du mélange parce que quand l'autre meurt, eh ben c'est un peu de moi qui meurt. Quand l'autre pleure, c'est un peu de moi qui pleure. J'étends ma sensibilité à l'autre, j'étends ma vulnérabilité. C'est compliqué d'aimer du monde, parce que plus vous aimez, plus vous êtes vulnérable, plus vous étendez votre vulnérabilité aux autres. Mais il dit aussi autre chose, et là qui est positif. Il dit, tu me croiras, il raconte ça à quelqu'un, il dit, tu me croiras, mais j'ai suivi l'enterrement de Louis, et j'avais l'impression qu'il était à côté de moi, et qui commentait l'enterrement, et qui se moquait des gens qui étaient bien habillés, etc. Il avait l'impression, Flaubert, et d'ailleurs ça a duré tout jusqu'à la fin de ses jours, que Louis était là, existait, parce qu'ils se sont tellement mélangés, qu'une partie de Louis demeure dans Flaubert, demeure dans Gustave Flaubert. Donc le mélange, c'est ça. Bien sûr, je me donne un peu à l'autre, et que si l'autre pâtit, souffre, eh ben, je vais souffrir, si je l'aime, sinon c'est pas de l'amour. Pour moi, en tout cas, selon ma définition, c'est pas de l'amour. Vous parlez d'amitié, monsieur, si je peux me permettre. Vous parlez pas de relation amicale. J'ai bien Vous parlez pas précisé. du quotidien. Oh, ben, j'ai bien précisé que j'entendais par amitié et amour d'exacts synonymes. Je me permets juste. Oui, non, mais vous avez raison, ça fait débat, Et je pense que... Je suis pas sûre qu'on puisse comparer. Oui. Moi, je suis sûr que oui, mais alors, il faut qu'on argumente pour voir si on est d'accord. Il reste très peu de temps. Je suis désolé. Mais c'est intéressant, oui. Ouais. Il y a encore 3 ou 4 personnes qui ont demandé à parler. Donc là, si vous voulez être rapide, oui, vous. Oui, ça c'est Après, Evelyne. Mais il faut être très rapide. Vous êtes déjà intervenu. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a fait le procès de la compréhension de l'homme par rapport à la femme et inversement. Toujours est-il qu'il y a de quoi dire, il y a énormément de choses à dire. C'est vrai qu'il y a tout à refaire pratiquement. Bon, en passant par... Donc il y a tellement de choses à dire que bon, j'ai noté des petites idées qui n'ont pas été dites, donc je voudrais savoir votre avis là-dessus. Bon, je commencerai par la plus simple. Rapide. Ouais, mais ça sera très rapide. Et est-ce que vous connaissez, je suppose que oui, Luce Irigaray, oui, bien sûr. Qui ne peut plus professer en France parce que sa conception, elle remet en cause tout le système dans lequel nous vivons en France. Donc elle ne peut plus enseigner en France. C'est ce que je disais en disant, c'est parce que sa conception est basée sur le fait que c'est une femme qui met au monde, on n'a pas de biologique, mais on n'a pas été suffisamment loin. Elle parle du bain amniotique qui fait que le garçon, aussi bien que la petite fille, eh bien, elle reçoit quelque chose qui est quand même féminin. Donc, elle met au monde
Bon, pour la fille, c'est tout à fait normal qu'il faut la prendre comme une petite fille. Mais le garçon aussi, et effectivement, dans les rapports hommes, c'est pareil. Si on descend dans la hiérarchie qui est presque institutionnalisée aujourd'hui en France, mais ça, il faut le dire et le redire, les nouveaux contrats, ils sont là pour des nouveaux contrats, comme vous avez parlé. C'est très bien, mais il faut le colporter, il faut aller partout, dans le microcosme, dans le rapport entre les hommes et les femmes, chez soi, à domicile. Proximité. Donc, autre chose, aujourd'hui c'est un des seuls qui met en branle des réunions d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Et il a même été juste très loin, puisqu'il a réuni les deux, et en réunissant les deux, c'est rigolo, parce qu'il a réuni les hommes et les femmes, mais moi je suis allée dans ces réunions où il y avait les deux genres, eh bien, il ne se passait rien. Au contraire, il y avait une barrière énorme et on n'a pas pu avancer. Si vous voulez discuter, il n'y a pas de problème, hein, ça continue. Non, moi je suis très content de cet échange. Vous avez vu, ça brasse beaucoup de domaines et surtout ces domaines sont liés, donc on ne peut pas... C'est comme une bobine, on tire un fil et tout lié. Simplement, moi je trouve que c'est très intéressant d'essayer de poser un regard un peu plus lucide sur ce qu'on nous donne à manger, dans les médias, etc. Et pour ça, il faut arriver à s'interroger, à interroger ses propres valeurs. Et je pense que ça, c'est une démarche qu'on doit avoir dans la vie, essayer de voir ce qui compte vraiment pour nous, et sortir de cette règle que j'appellerais la règle, c'est une règle d'or aujourd'hui, et je la déplore, la règle que je dirais règle diluvienne, qui est après moi le déluge. Et aujourd'hui, on est vraiment sur cette logique-là, les gens, c'est vraiment après moi le déluge, il n'y a aucune vision à long terme, aucune vision pour les générations futures, et je pense que c'est ça aussi, être heureux dans la vie, c'est d'essayer... Dans ce sens-là, Non, si je pense pas. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas pour la promesse, vous êtes pas pour l'engagement. Ça fait peur, hein. Non, mais ce que je veux dire par là, juste, s'il y avait des croyants dans la salle, on vous dirait que, par exemple, le quotidien entre un homme et une femme et construire sur le long terme, c'est pas évident, c'est difficile, c'est un défi. Quand je vous entends votre discours, on a l'impression que l'autre, c'est un peu comme une chemise sale, à la place de la laver, on en prend une autre, on la jette. Non, attendez, laissez-moi finir. Non, juste une chose. Dans cette idée de justement, à se engager sur le long terme. Oui, mais bien sûr, mais nous, de la manière dont vous présentez les choses... Il faut peut-être approfondir, je vous invite à regarder ce livre et approfondir les sujets. Merci à vous en tout cas. C'est trop Si vous voulez...